Aucun magnat n'avait pu, mais sa femme de ménage réalisa l'impossible avec son fils handicapé. Le son des couverts en argent, heurtant la porcelaine fine, s'arrêta net. Ce fut un silence soudain, lourd, de ceux qui rendent l'air dense, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène du luxueux salon du restaurant. Monsieur Philippe de Montaigne était entré en poussant les doubles portes avec l'urgence d'un homme qui croit que le monde tourne uniquement parce qu'il en donne l'ordre. Il ajusta le nœud de sa cravate avec un mouvement brusque, irrité. Cela faisait 10 minutes qu'il cherchait son fils et la femme de ménage. 10 minutes perdues. 10 minutes que lui, un homme d'affaires qui facturait des millions par heure, ne pouvait se permettre. Son esprit était à la séance photo pour le magazine Patrimoine et Prestige, pas à la garde de son fils. Il fallait que Charles soit dans son fauteuil roulant impeccable, souriant légèrement, projetant cette image de père abnégé et souffrant qui plaisait tant aux investisseurs. Philippe cria sans se soucier qu'il y ait des gens en train de manger. Sa voix résonna sur les murs. Il chercha du regard le fauteuil roulant. Il cherchait toujours d'abord le métal chromé, les roues noires, l'appareil médical. Il ne cherchait jamais l'enfant en premier, il cherchait la chaise, mais la chaise était vide. Elle était à l'écart, près d'une jardinière géante, abandonnée comme une vieille ferraille. Philippe sentit un coup froid à l'estomac. Où était l'enfant? Il était tombé, il avait été enlevé. Ses yeux balayèrent le salon avec panique, non par amour, mais par peur de la perte de contrôle. Et alors il les vit. Philippe resta pétrifié au milieu de l'allée centrale. Son cerveau refusa de traiter l'image pendant quelques secondes. C'était une scène absurde, ridicule et, à ses yeux, terrifiante. Là, au centre d'un rayon de soleil qui filtrait par la grande fenêtre, se tenait Clémence. Elle n'avait pas enlevé sa tenue de travail. Elle portait cette ridicule robe bleue de domestique et, pire encore, elle avait ses gants de caoutchouc jaune criard, ceux qu'elle utilisait pour nettoyer les toilettes de l'hôtel particulier. Elle était agenouillée sur le sol poli, un genou planté dans le marbre, dans une posture de totale soumission et de service, mais elle n'était pas en train de nettoyer le sol. Ses mains, gantées de latex jaune, tenaient avec une délicatesse infinie la cheville droite de Charles. Et Charles. Philippe sentit que ses jambes le lâchaient. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son téléphone portable lui tomba de la main et le choc de l'appareil contre le sol résonna comme un coup de feu, mais il ne scia même pas. Charles était debout. Il n'était pas appuyé contre le mur. Il n'était pas suspendu à des béquilles. L'enfant de 5 ans que 5 spécialistes genevois, 3 Alsaciens et 2 Américains avaient déclaré inapte à la marche. Il se tenait sur ses propres pieds, droit, le dos rigide dans son petit smoking noir. L'enfant regardait vers le bas, observant comment Clémence lui ajustait les lacets de sa chaussure en cuir verni. Il n'y avait aucune douleur sur son visage. Il y avait un sourire espiègle, complice, assuré. Clémence lui murmurait quelque chose et l'enfant laissa échapper un petit rire qui parut à Philippe le son le plus étrange du monde, car Charles ne riait jamais ainsi à la maison. À la maison, Charles était un meuble silencieux sur une chaise coûteuse. Ici, debout, il paraissait un géant. Philippe vit comment Clémence terminait de nouer le lacet. Il la vit lui donner de légères tapes sur le mollet avec le gant de caoutchouc. Il vit l'enfant lever un pied, puis l'autre, testant l'ajustement. Maintenant l'équilibre sans aide. L'esprit de Philippe s'effondra. Cela devait être une ruse, une illusion d'optique, ou pire, une négligence criminelle. L'enfant avait les os de verre. La colonne ne tiendrait pas. Il allait se tuer. Cette femme, cette ignorante qui savait à peine lire, était en train de jouer avec l'investissement médical le plus coûteux de sa vie. Elle mettait en danger l'héritier. Le choc initial céda la place à une vague de sang chaud qui lui monta le long du cou jusqu'aux oreilles. Il ne vit pas un miracle. Il vit une désobéissance. Il vit un danger. Il vit une employée sale touchant avec des gants de nettoyage, le costume en soie italienne de son fils handicapé, le forçant à faire quelque chose d'impossible, juste pour humilier le père. Philippe serra les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. L'air revint brutalement dans ses poumons, et avec lui la fureur, l'humiliation. Que faites-vous? Le cri de Philippe rompit la magie. Ce fut un hurlement guttural chargé de venin. Clémence tressaillit violemment, mais ne lâcha pas l'enfant. Son instinct ne fut pas de fuir, mais de s'accrocher à la cheville de Charles pour assurer sa stabilité face à la peur. Charles, cependant, chancela. La voix de son père avait toujours cet effet. C'était comme un vent fort qui le poussait vers le bas. Philippe ne marcha pas vers eux, il courut. Ses chaussures de designer glissèrent un peu sur le sol ciré, tandis qu'il chargeait la domestique comme un taureau aveugle. « Lâchez-le »
Lâchez-le immédiatement, animal, rugit Philippe, arrivant jusqu'à eux. Sans s'arrêter pour réfléchir, Philippe lança un coup de main brutal. Il ne frappa pas l'enfant, il frappa l'épaule de Clémence. La poussée fut si forte et méprisante que la femme perdit l'équilibre et tomba de côté, ses mains gantées de jaune glissant lamentablement sur le marbre froid. « Papa, non !» cria Charles. Ce fut un cri aigu, terrifié. En perdant le soutien de Clémence, l'enfant oscilla dangereusement. Ses petits bras s'agitèrent en l'air cherchant l'équilibre. Philippe, le visage défiguré par la colère, attrapa son fils par les aisselles avec une brusquerie qui fit grimacer l'enfant de douleur. Il le souleva en l'air comme une poupée de chiffon, ignorant que l'enfant se tenait parfaitement debout il y a une seconde, et chercha désespérément du regard où le déposer. « Vous êtes folle !» cria-t-il à Clémence, qui tentait de se relever du sol, arrangeant son tablier avec des mains tremblantes. « Vous auriez pu le tuer. Regardez ses jambes, elles sont inutiles. Comment osez-vous le mettre debout ? Monsieur, s'il vous plaît, il peut. » tenta de dire Clémence d'une voix brisée, mais les yeux fixés sur l'enfant qui gigotait en l'air. « Taisez-vous » la coupa Philippe avec un doigt accusateur, s'approchant d'elle jusqu'à envahir son espace personnel, l'obligeant à se recroqueviller. « Vous n'êtes pas médecin, vous nettoyez mais. Voilà ce que vous êtes. Regardez ces gants. » Philippe montra ses mains avec dégoût. Les convives des tables voisines avaient cessé de feindre de ne pas regarder. Un homme âgé à la table 5 s'était levé, indigné par la violence, mais le regard assassin de Philippe le maintint à distance. « Touchez mon fils avec ces gants immondes !» continua Philippe en crachant les mots. « Remplis de produits chimiques, de bactéries, et vous l'obligez à se lever. Pourquoi? Pour qu'il tombe et se brise la colonne. Voulez-vous le laisser légume pour toujours? C'est ce que vous voulez, pour me poursuivre en justice après. » Philippe marcha vers le fauteuil roulant vide, traînant Charles, qui sanglotait en silence, pendu au bras de son père. Philippe déposa l'enfant dans le fauteuil avec force, attachant la ceinture de sécurité comme s'il s'agissait d'une camisole de force. « Restez là », ordonna-t-il à son fils en haletant. « Ne bougez pas. Vous ne marchez pas. Comprenez-le une bonne fois pour toutes, Charles. Vous ne marchez pas. » Charles se fit tout petit dans le fauteuil. Ses pieds, avec les chaussures parfaitement attachées par Clémence, pendaient inertes maintenant, non par manque de force, mais par manque d'esprit. L'enfant baissa la tête, les larmes tombant sur son nœud papillon. Philippe se tourna de nouveau vers Clémence. Elle était déjà debout, humiliée, avec son uniforme en désordre, entourée de gens riches qui la regardaient avec un mélange de pitié et de répulsion. Mais elle ne pleurait pas, elle respirait profondément. « Fichez le camp !» cria Philippe en pointant la sortie. « Hors de ma vue, attendez dans la voiture. Vous êtes virés. Dès que nous arriverons à la maison, vous ramasserez vos affaires et vous partirez. Je ne vais pas permettre qu'une ignorante mette en danger mon patrimoine et la santé de mon fils en jouant au miracle, monsieur Philippe, dit Clémence. Sa voix ne fut pas un cri, ce fut un murmure ferme qui coupa l'air. L'enfant ne jouait pas. « Taisez-vous !» Philippe regarda autour de lui cherchant le gérant. « Où est le gérant ? Je veux qu'on sorte cette femme d'ici. Elle dérange les clients et a agressé mon fils. » Le gérant, un homme petit et nerveux, apparut en courant avec 2 serveurs derrière lui. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je ne me calme pas. » Philippe passa la main dans ses cheveux, exaspéré. « Regardez-la. Elle a forcé un handicapé à se lever. C'est de la maltraitance infantile. Emmenez-la ou j'appelle la police. » Philippe se pencha sur la table la plus proche, posant ses 2 mains, respirant difficilement, se sentant la victime d'une conspiration. Il regarda Charles dans le fauteuil. L'enfant ne le regardait pas lui. L'enfant regardait Clémence. Et dans le regard de l'enfant, il n'y avait pas de peur pour la domestique. Il y avait une supplique. Clémence regarda les gants jaunes dans ses mains. Puis elle regarda Philippe. La tension était insupportable. Toute autre personne aurait fui, honteuse. Mais Clémence fit un pas en avant, un seul pas, vers l'homme qui venait de la renvoyer et de l'humilier devant toute la haute société de la ville. « Vous pouvez me virer, patron, dit-elle. » Et pour la première fois, son ton perdit la douceur serviable pour gagner un tranchant d'acier maternel. « Mais si je pars maintenant, vous ne saurez jamais pourquoi votre fils n'est pas tombé. » Philippe leva les yeux, injecté de sang. « Vous me défiez ? Je vous dis la vérité, » répondit Clémence, levant ses mains gantées comme si c'était des armes. « Vous voyez des gants sales. Moi, je vois les seules mains qui ont soutenu votre fils quand il pleurait de douleur la nuit pendant que vous étiez à vos dîners d'affaires. Sortez là !» cria Philippe en frappant la table, faisant sauter une coupe de vin qui s'écrasa contre le sol, tachant la nappe blanche de rouge comme une blessure ouverte. Mais les serveurs ne bougèrent pas. Quelque chose dans la posture de Clémence,
dans la dignité avec laquelle elle supportait les insultes, paralysa tout le monde dans la salle. L'humiliation que Philippe prétendait infliger se retournait contre lui, dense et collante. « Ne me touchez pas », dit Clémence au serveur qui tenta de s'approcher sans quitter le magnat des yeux. « Je partirai, mais avant, vous allez écouter, car ces médecins suisses ont encaissé des millions, mais ils ne savent pas ce que je sais. » Philippe ricana, un rire sec, nerveux et cruel. « Et que c'est une domestique qu'un docteur de la Sorbonne ne sait pas ?» Clémence retira lentement son gant droit. Le bruit du latex s'étirant résonna obscène dans le silence. Elle laissa tomber le gant jaune au sol, aux pieds de Philippe, comme on jette un gant de duel dans l'Antiquité. « Je sais que ses jambes ne sont pas mortes, monsieur Philippe, » dit-elle. « Je sais que la seule chose qui est morte dans cette maison est votre foi en lui, la négation de la réalité. » Le gant jaune gisait sur le sol de marbre, comme un animal mort, séparant deux mondes, celui de la richesse stérile de Philippe et celui de la loyauté féroce de Clémence. Philippe regarda le gant, puis regarda les jambes de son fils. La panique dans sa poitrine se transforma en une nécessité obsessionnelle de contrôle. Il ne pouvait permettre cette rébellion. Si l'enfant se levait, les médecins s'étaient trompés. Si les médecins s'étaient trompés, il avait dépensé une fortune en mensonges. Et s'il avait dépensé une fortune en mensonges, alors cette femme, cette simple employée de maison qui sentait l'eau de Javel et le savon bon marché, lui était supérieure. Cette équation était inacceptable pour son ego. Philippe s'accroupit brusquement devant le fauteuil roulant, ignorant Clémence pendant une seconde. Ses mains, soignées et manucurées, attrapèrent les mollets de Charles. Ce ne fut pas une caresse paternelle, ce fut un examen médical, froid et technique. « Regarde-toi » siffla Philippe, serrant le muscle maigre de l'enfant à travers le tissu du pantalon. « Regarde, ses jambes sont des brindilles. Elles n'ont pas de masse musculaire, elles sont atrophiées. » Charles tenta de retirer sa jambe en se recroquevillant dans le fauteuil, effrayé par l'invasion soudaine de son père. « Ne me touche pas !» gémit l'enfant, un petit son mais chargé de rejet. Philippe s'arrêta, figé. Son fils le rejetait. La colère lui monta de nouveau, chaude et aveuglante. « Que je ne te touche pas !» Philippe lâcha un rire incrédule, regardant les convives qui observaient la scène avec horreur. « Je suis celui qui paye pour que ses jambes ne pourrissent pas. Je suis celui qui paye les massages, les crèmes, les chirurgies. Et tu me dis de ne pas te toucher ?» Il se tourna vers Clémence, la pointant d'un doigt tremblant, l'accusant comme si elle était une sorcière qui avait jeté un sort. « C'est vous qui lui avez mis ces idées en tête !» cria Philippe, sa voix se brisant. « Vous lui avez fait croire qu'il est normal. Vous avez joué avec son esprit. C'est de la cruauté psychologique. Faire croire à un invalide qu'il peut courir est de la torture. Il ne croit pas qu'il peut courir, monsieur, » répondit Clémence, immobile comme une statue, le regard fixé sur l'homme dérangé. « Il sait qu'il peut marcher. Il l'a fait dans sa chambre. Il l'a fait dans la cuisine. Il l'a fait pendant que vous regardiez vos actions en bourse. »« Vous mentez !» Le cri de Philippe fit vibrer les verres de la table contiguë. Philippe attrapa les repose-pieds du fauteuil roulant et les ajusta avec violence, piégeant les pieds de Charles dans la position de repos, la position de malade. « Restez immobile », ordonna-t-il à l'enfant qui tentait d'étirer de nouveau ses jambes. « Vous allez vous faire mal. Le docteur Schneider a dit clairement que votre colonne ne supporte pas la charge verticale. Vous allez vous casser le dos et vous allez rester paralysé du cou jusqu'en bas. C'est ce que vous voulez ? Voulez-vous être un légume par la faute de cette femme ?» Charles commença à pleurer, non par la douleur physique, mais par la terreur que les mots de son père lui injectaient. Philippe utilisait la peur comme une arme, construisant une cage de mots pour enfermer son fils de nouveau. « Papa, je n'ai plus mal », sanglota Charles en s'accrochant aux accoudoirs. « Clémence m'a guéri. » Cette phrase fut le déclencheur final. « Clémence m'a guéri. » Pour Philippe, ce fut comme une gifle en pleine figure. « Elle n'est personne. » Philippe se leva d'un bond, dominant la scène avec sa hauteur. « Elle ne vous a pas guéri, elle vous utilise. » Philippe attrapa les poignées du fauteuil roulant et tira brusquement vers l'arrière, faisant pivoter la chaise pour éloigner l'enfant de la domestique. Les roues crissèrent contre le sol. Charles tendit les bras vers Clémence en criant son nom, une image déchirante de séparation forcée. « Le spectacle est terminé », beugla Philippe à la salle en général. Il transpirait, sa cravate défaite. « Mon fils est malade, il est confus, et cette femme a profité de son innocence. » Mais la chaise ne bougea plus. Philippe poussa, mais quelque chose la freinait. Il baissa les yeux et vit que Charles avait mis les freins manuels des roues. L'enfant, avec ses petites mains serrant les leviers de frein de toutes ses forces, regardait son père avec une détermination nouvelle, une étincelle de fureur qu'il n'avait jamais eue auparavant. « Enlevez les freins »
ordonna Philippe en secouant le fauteuil. Non, cria Charles. Philippe se débattit avec la chaise. Une lutte pathétique entre un homme d'affaires de 90 kg et un enfant de 5 ans. La chaise tremblait violemment. C'était une image grotesque. Le père luttant contre la volonté de son fils d'être libre. « Tu es un obstiné comme ta mère », cracha Philippe, perdant complètement les pédales, mentionnant l'épouse morte, un tabou qui rendit l'air encore plus froid. « Vas-tu obéir ?» Philippe s'accroupit pour desserrer les freins lui-même, frappant les mains de l'enfant pour qu'il lâche les leviers. Charles cria de douleur lorsque son père lui frappa les jointures. À cet instant, Clémence cessa d'être une statue. Elle se déplaça avec la vitesse d'une lionne, défendant son petit. Elle ne se soucia pas du renvoi, elle ne se soucia pas de l'argent, elle ne se soucia pas de la prison. Elle se lança en avant et posa sa main, celle qui avait encore le gant, sur la main de Philippe, arrêtant la maltraitance. « Ne le touchez pas », grogna Clémence, d'une voix si profonde et autoritaire que Philippe, par pur instinct de survie, retira sa main comme s'il s'était brûlé. Philippe regarda sa propre main, là où le gant de caoutchouc jaune de la domestique l'avait touché. Il regarda avec un dégoût absolu, comme s'il l'avait sali d'excréments. « Vous m'avez touché », murmura Philippe, les yeux écarquillés, incrédule face à l'audace. Une domestique m'a posé la main dessus. La négation était terminée. Maintenant commençait la guerre, l'humiliation publique. Philippe s'essuya frénétiquement la main sur son pantalon à 2000 €, frottant le tissu jusqu'à presque le déchirer, essayant d'enlever la saleté du contact avec Clémence. Son visage passa du rouge de la colère au pâle de l'indignation calculatrice. S'il ne pouvait contrôler l'enfant par la force, il détruirait la femme socialement, il l'écraserait sous le poids de son statut. « Gérant !» cria Philippe, pivotant sur ses talons comme un général sur un champ de bataille. « Gérant, venez ici maintenant !» Le gérant, qui avait hésité entre les tables, s'approcha en courant, pâle et en sueur. « Oui, monsieur Philippe, dites-moi, s'il vous plaît. Je veux que tout le monde regarde ceci », dit Philippe en élevant la voix pour que même la dernière table du fond l'entende. Il étendit le bras pointant Clémence, la transformant en spectacle de foire. « Regardez cette femme, regardez-la bien. » Clémence resta debout à côté du fauteuil de Charles. Sa posture était humble, mais son menton était haut. Elle ne baissa pas les yeux, même si elle sentait les centaines d'yeux fixés sur son uniforme froissé et sur son unique gant jaune. « Cette femme, » continua Philippe, marchant en cercle autour d'elle comme un requin. « Nettoie mes toilettes, frotte mes sols, sors la poubelle de ma maison. » Ses mains sont en contact quotidien avec l'immondice, avec des bactéries, avec des déchets. Philippe fit une pause théâtrale cherchant l'approbation de l'audience riche du restaurant. Certains détournèrent le regard, mal à l'aise, mais d'autres, les plus élitistes, hochèrent légèrement la tête, contaminés par le discours classiste. Et avec ses mêmes mains, Philippe baissa la voix à un murmure venimeux. « Elle a manipulé mon fils, elle a touché sa peau, elle a risqué sa santé. C'est une négligence sanitaire. C'est un attentat contre la santé publique. » Il s'approcha du gérant envahissant son espace. « Vous permettez que des gens comme ça entrent dans votre établissement? Des gens avec des uniformes sales, des gens qui apportent des maladies de la rue. » Philippe montra le gant jeté au sol. « Regardez, ça, c'est répugnant. J'ai payé une fortune pour une adhésion exclusive ici, pas pour partager l'air avec le personnel de maison qui se croit médecin. Monsieur, elle est entrée avec l'enfant. »« Nous pensions, » balbutia le gérant. « Vous n'avez pas pensé, » coupa Philippe. « Elle est un danger. C'est une ignorante sans études, qui croit qu'elle en sait plus que les meilleurs neurologues d'Europe. » Philippe se tourna vers Clémence, lui plantant les yeux avec un mépris infini. « Dites-leur, Clémence, dites à tous ces messieurs combien vous avez étudié. Avez-vous terminé l'école primaire? Savez-vous lire quelque chose de plus que les étiquettes de chlore ?» Clémence serra les lèvres. Ses yeux se remplirent de larmes, non de tristesse, mais d'une rage impuissante. Elle savait lire. Elle lisait des contes à Charles toutes les nuits. Elle lisait des livres d'anatomie qu'elle sortait de la bibliothèque publique le dimanche, cherchant des exercices pour renforcer les muscles atrophiés. Mais elle ne dit rien. Elle savait que toute défense verbale serait utilisée contre elle. « Vous voyez ?» se moqua Philippe en ouvrant les bras. « Elle n'a rien à dire. C'est une brute, une opportuniste qui cherche à me soutirer de l'argent en me poursuivant lorsque l'enfant tombera et se brisera la tête. » Philippe donna un coup de pied au gant qui était par terre. Le gant vola quelques mètres et atterrit près d'une dame couverte de bijoux qui retira ses pieds avec un dégoût exagéré. « Sortez-la d'ici », ordonna Philippe au gérant d'une voix glaciale, « et je veux que vous désinfectiez la zone où elle s'est tenue. Je ne veux pas que mon fils respire le même air qu'elle, pas une seconde de plus. »
2 gardes de sécurité, des hommes grands et en uniforme, apparurent à l'entrée du salon. Le gérant leur fit un signe nerveux. « Mademoiselle, veuillez nous accompagner », dit l'un des gardes en s'approchant de Clémence et en la prenant par le bras avec fermeté. « Non », cria Charles, depuis le fauteuil. L'enfant tenta de déboucler la ceinture de sécurité, ses doigts maladroits par l'angoisse. « Laissez-la. C'est ma maman. » Le silence qui suivit cette phrase fut sépulcral. Philippe resta pétrifié. Le mot « maman » flotta dans l'air, lourd et accusateur. Son épouse était morte en couche. Charles ne l'avait jamais connue, mais il venait d'appeler la domestique maman. L'humiliation de Philippe fut complète. Ce n'était plus seulement une question d'hygiène ou de médecine, c'était une question de substitution. Cette femme lui avait volé l'amour de son fils, lui avait volé le titre. Le visage de Philippe se contracta en une grimace de haine pure. « Vous avez entendu ça ?» murmura Philippe d'une voix brisée. Elle lui a lavé le cerveau. Elle lui a fait croire qu'elle est sa mère. C'est une kidnappeuse émotionnelle. Il marcha vers Clémence, ignorant les gardes, et se plaça face à elle, à quelques centimètres de son nez. « Vous avez dépassé les limites, Clémence, » dit Philippe en tremblant. « Je vais vous détruire. Je vais m'assurer que vous ne retrouviez jamais de travail dans cette ville. Je vais vous dénoncer pour aliénation parentale. Vous allez mourir de faim. » Clémence, le garde tirant sur son bras gauche, soutint le regard du magnat et fit alors l'impensable. Elle sourit. Ce fut un sourire triste, plein de pitié. « Vous pouvez me retirer mon travail, monsieur Philippe, » dit-elle avec douceur. « Vous pouvez me retirer l'argent. Vous pouvez me jeter à la rue comme un chien, mais il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais acheter, même avec tout l'or de vos banques. »« Ah oui, » défia Philippe. « Qu'est-ce que c'est ?» Clémence regarda Charles, qui pleurait en tendant les bras vers elle. « La raison pour laquelle il se tient debout, » dit Clémence. « Il ne se lève pas par peur, comme quand il est avec vous. Il se lève par amour. Et ça, patron, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. » Philippe, aveuglé par la fureur face à cette vérité qui le mettait à nu devant tous, leva la main de nouveau, prêt à la frapper, prêt à tout, pour effacer ce sourire compatissant de son visage. « Sortez-la immédiatement » hurla Philippe. Les gardes traînèrent Clémence vers la sortie. Elle ne résista pas physiquement, mais maintint sa tête tournée vers Charles jusqu'à la dernière seconde. « Debout, Charles !» cria-t-elle, tandis qu'il la poussait vers les portes. « Souviens-toi de ce que nous avons pratiqué. Tu es fort, ne les laisse pas te rasseoir. » Les doubles portes se refermèrent derrière elle, faisant taire sa voix. Philippe resta au centre du salon, respirant bruyamment, se sentant victorieux. Il avait éliminé la menace, il avait restauré l'ordre. Il se tourna vers le fauteuil roulant, s'attendant à voir son fils soumis, vaincu, prêt à être de nouveau modelé à son image et ressemblance. Il arrangea sa veste, força un sourire tendu pour les spectateurs et marcha vers l'enfant. « C'est fini, mon fils. La mauvaise femme est partie. Maintenant, papa va prendre soin de toi. » Mais lorsqu'il arriva à la chaise, il s'arrêta. La chaise était vide. La ceinture de sécurité était débouclée, pendant sur les côtés. Philippe baissa les yeux vers le sol, sentant que le monde tournait vertigineusement. Il n'y avait personne dans la chaise. Il leva la tête lentement, terrifié, et le vit à 3 m de distance, chancelant, les bras ouverts, cherchant l'équilibre. Un petit garçon en smoking avançait pas à pas, s'éloignant de son père, marchant vers les portes fermées par lesquelles on avait emmené la seule personne qui croyait en lui. Charles était en train de marcher, cette fois, il ne s'arrêterait pas. La défense de la mère de substitut. Le son des chaussures de Charles contre le marbre n'était pas un bruit. C'était un tremblement de terre qui secouait les fondations du monde de Philippe. Clac, clac, clac. Chaque pas était une gifle à son autorité, une négation à son argent, et une preuve vivante que lui, le grand magnat, ne savait rien de son propre sang. Philippe sortit de sa paralysie avec un rugissement étouffé. Il ne courut pas vers son fils pour l'embrasser. Il courut pour arrêter ce qu'il considérait comme une catastrophe au ralenti. « Arrêtez-vous !» cria Philippe en se lançant en avant. Il rattrapa l'enfant juste au moment où Charles faisait le 5e pas. Philippe ne le soutint pas, il l'emprisonna. Ses grandes mains entourèrent la petite taille de l'enfant, et il tira sur lui vers l'arrière avec brusquerie, le soulevant du sol pour que ses pieds cessent de toucher le sol, pour qu'il cesse de marcher, pour qu'il cesse de défier la logique médicale qui avait coûté des millions. « Lâchez-moi, je veux aller avec Clémence !» cria Charles en gigotant en l'air, frappant de ses petits poings la poitrine blindée par le costume cher de son père. « Tu es malade ? Tu vas te briser les hanches !» beugla Philippe, secouant l'enfant dans son désespoir. « Tu ne comprends pas que tu vas rester invalide pour toujours si tu continues à faire ces stupidités ?» À l'entrée du restaurant, le chaos éclata. Clémence, qui était poussée vers la rue par les gardes,
entendit le cri de panique de Charles. Ce fut un son qui activa quelque chose de primitif en elle, quelque chose qui annula toute peur de l'autorité ou de la prison. Clémence pivota sur ses talons avec une violence inattendue. D'un mouvement sec et chargé d'adrénaline, elle se dégagea de l'emprise du garde de droite et poussa celui de gauche contre le cadre de la porte. Ne touchez pas à l'enfant. Le cri de Clémence fut si déchirant que les musiciens du groupe de jazz au fond s'arrêtèrent de jouer. Clémence courut de nouveau vers le centre du salon. Elle ne se soucia pas que sa coiffe blanche soit tombée, ni que ses cheveux foncés se soient détachés tombant sur son visage. Elle courut comme une bête blessée vers l'homme qui tenait son fils suspendu en l'air comme un trophée brisé. Philippe vit venir la domestique et pendant une seconde ressentit une peur réelle, non pas une peur physique, mais une peur de la vérité que cette femme apportait avec elle. « Éloignez-vous, folle !» cria Philippe, reculant avec Charles dans ses bras, protégeant l'enfant comme si Clémence était un virus contagieux. Mais Clémence ne s'arrêta pas jusqu'à se trouver à 1 mètre de lui. Elle respirait bruyamment, sa poitrine montant et descendant avec force, ses yeux noirs fixés dans les siens. « Posez-le » ordonna-t-elle. Elle ne supplia pas, elle ordonna. « Qui vous croyez être ?» cracha Philippe, le visage rouge et les veines du cou saillantes. « J'appelle la police. Je vous accuse de tentative d'homicide pour avoir obligé un handicapé à marcher. Posez-le et regardez ses jambes, » insista Clémence, en pointant les extrémités de l'enfant qui pendait. « Regardez-les. » Philippe baissa les yeux involontairement. Il s'attendait à voir des jambes violettes, tordues, brisées par l'effort antinaturel. Il s'attendait à voir la preuve de sa raison, mais ce qu'il vit le laissa muet. Les jambes de Charles n'étaient pas flasques, elles étaient tendues. Les muscles des mollets, bien que minces, étaient définis, marqués par la tension du gigotement. L'enfant n'avait pas les jambes mortes d'un paraplégique. Il avait les jambes furieuses d'un enfant qui veut courir. « Ce sont des spasmes », balbutia Philippe, cherchant une explication logique, scientifique. « C'est un réflexe nerveux involontaire. C'est le dommage que vous lui avez causé. »« Ce ne sont pas des spasmes, ignorant, » dit Clémence, faisant un pas de plus, envahissant le cercle de pouvoir du magnat. « C'est de la force, c'est du muscle. » Clémence tendit les bras vers Charles. « Viens, mon amour, » dit-elle, adoucissant sa voix à l'instant. Charles, toujours dans les bras de son père, s'étira vers elle avec un tel désespoir qu'il faillit tomber des mains de Philippe. Le rejet de l'enfant fut si évident, si physique, que Philippe sentit comme si on lui avait arraché le cœur de la poitrine avec des pinces froides. Vaincu momentanément par le poids émotionnel, Philippe baissa l'enfant, mais ne le lâcha pas. Il le maintint agrippé par le bras comme un geôlier. « Expliquez-moi ça, » dit Philippe, la voix tremblante de rage contenue. « Tout de suite, avant que je ne détruise votre vie, qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous lui avez donné des drogues, des stéroïdes ?» Clémence s'essuya une larme sur la joue avec le dos de sa main nue, celle qui n'avait plus le gant, laissant une tache humide et sale sur son visage. Elle se redressa, récupérant toute sa dignité malgré l'uniforme de domestique. « Vous demandez ce que j'ai fait » commença Clémence, sa voix résonnant dans le restaurant silencieux, où les magnats écoutaient stupéfaits. « Je vais vous dire ce que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas emmené en Suisse. Je ne lui ai pas acheté des machines à 10 000 € qui rouillent dans le garage. Je n'ai pas payé des docteurs qui ne le regardent même pas en face quand il parle. » Philippe serra les dents. « J'ai payé les meilleurs, » siffla-t-il. « Vous avez payé pour le silence et le confort, » lui cria Clémence en l'interrompant. « Vos médecins ont touché les jambes de Charles avec des gants de latex et des thermomètres froids. Ils l'ont regardé à travers des scanners et des écrans. Ils ont écrit « impossible » sur un papier et sont allés jouer au golf avec votre argent. » Clémence montra ses propres mains, l'une nue et l'autre toujours avec le gant jaune de nettoyage. « Je n'ai pas de diplôme, monsieur Philippe. J'ai des callosités. J'ai touché ses jambes avec mes mains chaudes. J'ai senti chaque tendon. J'ai remarqué qu'ils n'étaient pas morts. Ils étaient endormis. Ils étaient tristes parce que leur propre père les regardait avec dégoût. »« Je ne l'ai jamais regardé avec dégoût, » se défendit Philippe, bien que sa voix hésita en se rappelant combien de fois il avait évité de regarder les jambes atrophiées de l'enfant. « Je le regardais avec pitié. Qu'est-ce qui est pire ?» sentença Clémence. La femme s'agenouilla de nouveau sur le sol, se mettant à la hauteur des yeux de Charles, ignorant le père géant qui planait au-dessus d'eux. « Charles, » dit-elle doucement, « dis à ton papa ce que nous faisons quand il part en voyage à New York. » L'enfant, qui avait cessé de pleurer en sentant la proximité de Clémence, renifla et regarda son père avec un sérieux qui effraya Philippe. « Nous jouons à l'astronaute, » dit l'enfant. Philippe cligna des yeux, confus. « Quoi ? Le jeu de la gravité, » expliqua Clémence, sans quitter l'enfant des yeux. « Parce que sur la Lune, les jambes pèsent moins. » Philippe sentit que le sol bougeait.
Des jeux. Elle parlait de jeux pendant que lui parlait de médecine. « Vous êtes folle », murmura Philippe. « Vous avez joué avec lui pendant que je pensais que vous faisiez de la thérapie. La thérapie fait mal, le jeu guérit, » répondit Clémence en se levant lentement. « Vous vouliez un fils parfait pour vos photos. Je voulais un enfant heureux, qui puisse courir après un ballon. C'est la différence, patron. Vous avez investi de l'argent. J'ai investi ma vie. » Philippe lâcha un rire amer, incrédule. Il passa ses mains dans ses cheveux gominés, défaisant sa coiffure parfaite, au bord d'un effondrement nerveux. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il en s'adressant à l'audience du restaurant comme s'il cherchait des témoins pour un procès. « Écoutez ça, jouez à l'astronaute. Cette femme est une charlatane, une guérisseuse de quartier. » Il se tourna vers Clémence, son visage transformé par la suspicion cynique d'un homme qui a fait fortune en se méfiant de tous. « Vous croyez que je suis stupide ?» dit Philippe, s'approchant d'elle de manière menaçante. « Vous croyez que je vais avaler cette histoire de fée de l'amour et des jeux? Il y a autre chose. Vous voulez quelque chose ?» Philippe sortit son chéquier de la poche intérieure de sa veste avec un mouvement rapide et agressif. Il sortit un stylo en or et l'agita en l'air. « Combien ?» demanda-t-il d'une voix froide. « Combien voulez-vous pour le miracle? Hein? C'est ça? Vous avez planifié ça pendant des mois. Vous avez entraîné l'enfant à faire quelques pas en risquant sa santé juste pour faire ce show en public et m'extorquer. »« Papa, non », tenta d'intervenir Charles, mais Philippe l'ignora. « Taisez-vous, Charles. » Philippe griffonna frénétiquement sur le chèque. « 10 000 euros? 20 000 euros? Prenez-le et fichez le camp et signez un papier disant que tout n'était qu'une ruse, que l'enfant ne peut pas marcher pour de vrai. Parce que si les actionnaires voient et qu'ensuite l'enfant retourne dans la chaise, mes actions chutent. J'ai besoin de connaître la vérité médicale. » Clémence regarda le chèque que Philippe lui tendait. C'était plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 5 ans à nettoyer des toilettes. Elle le regarda avec un calme glacial. Puis, d'un mouvement lent, elle prit le chèque. Philippe sourit d'un air triomphal et cynique. Je le savais. Tout le monde a un prix, même les saintes avec des gants de caoutchouc. Mais Clémence ne rangea pas le chèque. Elle le déchira en 2 morceaux, puis en 4, et laissa tomber les petits papiers au sol comme s'il s'agissait de confettis sales. « Le secret n'est pas un truc, monsieur Philippe, » dit Clémence. Elle mit la main dans la poche de son tablier et sortit quelque chose. Ce n'était pas une baguette magique ni une médecine étrange. C'était un cahier d'écolier bon marché, à spirale métallique, avec les couvertures usées et tachées de graisse de cuisine et de cire à plancher. « Tenez, » dit-elle, poussant le cahier contre la poitrine de Philippe. Philippe le prit par réflexe. « C'est quoi ces ordures? Ouvrez-le. Lisez la page marquée par le trombone rouge. » Philippe, mu par une curiosité morbide, ouvrit le cahier. Ses yeux scannèrent la page écrite d'une écriture serrée, ronde et simple, pleine de fautes d'orthographe, mais claire. Jour 145. Le patron est à Genève. Aujourd'hui, Charles a beaucoup pleuré. Les tendons lui font mal. Je lui ai mis des compresses chaudes au romarin. Je lui ai raconté l'histoire du lapin rapide. J'ai massé pendant 3 heures, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ses orteils ont bougé à 2 heures du matin. Il ne l'a pas vu. Moi si, grâce à Dieu. Philippe tourna la page. Ses mains commençaient à trembler. Jour 180. Le patron est revenu et a crié parce que le dîner était froid. Charles a eu peur et ses jambes se sont raidies. Encore la peur qui le paralyse. Je dois être plus forte. Aujourd'hui, je l'ai tenu debout contre le mur de la salle de bain pendant 10 secondes. Il m'a dit qu'il se sentait grand. Il a ri. Philippe sentit un nœud dans la gorge. Il eut une entrée de plus. La dernière. Hier, le docteur est venu. J'ai écouté derrière la porte. Il a dit au patron que la chirurgie de la colonne était la seule option, mais qu'elle était très risquée. Le patron a dit « Faisons-le. Je veux régler ça maintenant. Je ne peux pas le laisser se faire opérer. Je ne peux pas le laisser ouvrir comme un crapaud. Charles est prêt. Aujourd'hui, il marchera, même si ça me coûte mon travail. » Philippe ferma le cahier. Le papier semblait lourd dans ses mains. Il leva les yeux et vit Clémence avec d'autres yeux. Il ne voyait plus la domestique sale. Il voyait une guerrière qui avait mené une bataille silencieuse dans sa propre maison, sous son propre nez, pendant qu'il était occupé à faire de l'argent. « Vous alliez autoriser la chirurgie demain, » dit Clémence. Ce n'était pas une question. Philippe pâlit. C'était vrai. Il avait les papiers dans la voiture. Une chirurgie expérimentale dangereuse. Les médecins ont dit que c'était le seul espoir, murmura Philippe, sa voix perdant son arrogance. Les médecins se sont trompés, dit Clémence. Ou peut, être pas, peut, être qu'ils ont vu un corps brisé. Mais moi j'ai vu un enfant qui avait juste besoin que quelqu'un croie en lui, pas qu'on le répare. Comment? Philippe regarda son fils qui était toujours debout, agrippé à la jupe de Clémence, le regardant avec peur.
Comment avez-vous pu le cacher? Parce que vous n'entrez jamais dans le quartier des domestiques, répondit Clémence avec une vérité brutale. Et parce que Charles avait peur de vous décevoir s'il échouait, il voulait vous faire la surprise quand il pourrait courir vers vous. Mais aujourd'hui, vous m'avez obligé. Philippe regarda autour de lui. Le restaurant était toujours silencieux, mais ce n'était plus un silence de jugement envers la domestique. C'était un silence de jugement envers lui. Il se rendit compte qu'il tenait le cahier serré contre sa poitrine, comme si c'était une Bible. La réalité du miracle le frappa. Il n'y avait pas de magie, il y avait du travail. Il y avait des milliers d'heures de massages nocturnes, d'exercices douloureux, de larmes essuyées en secret, documentées dans ce cahier sale. « Vous m'avez caché mon fils », dit Philippe, essayant de récupérer son indignation, mais cela sonna creux. « Je vous ai rendu votre fils », corrigea Clémence. « Mais il semble que vous préfériez le fauteuil roulant. C'est plus facile à contrôler, n'est-ce pas ?» Cette phrase fut le coup final. Philippe sentit que la colère revenait, mais cette fois c'était une colère défensive, la colère d'un homme acculé par sa propre culpabilité. Il ne pouvait accepter que la domestique ait raison. Si elle avait raison, il était le méchant de l'histoire de son propre fils, et Philippe ne perdait jamais. « Cela ne prouve rien », cria Philippe, en jetant le cahier au sol avec violence. Un cahier avec des gribouillis n'est pas de la médecine, c'est une fantaisie d'une femme solitaire. Philippe pointa Charles. « Si tu peux vraiment marcher, prouve-le. » Il défia l'enfant avec une cruauté née du désespoir. « Marche vers moi sans t'accrocher à ses jupes. Viens ici tout de suite, si tu es si fort. » Clémence tenta de protester, mais Charles lâcha sa jupe. L'enfant regarda son père. Ses petits yeux brillèrent d'une détermination adulte. « Je vais y aller, papa, » dit Charles d'une voix claire. « Mais pas parce que tu me l'ordonnes. » Charles fit un pas vers l'espace vide entre les deux adultes. Ses jambes tremblèrent visiblement. L'effort était titanesque. « Allons-y » cria Philippe cruellement, pour voir si c'est vrai ou si ce n'est qu'un tour de cirque. Charles fit le deuxième pas, puis le troisième. Il était seul au milieu de la piste de marbre. Et alors, le désastre arriva, le défi. Le désastre ne fut pas un bruit fracassant, mais un craquement sec, douloureux. Le pied droit de Charles. Ce petit pied dans la chaussure de cuir verni que Clémence avait attaché avec tant d'amour, glissa sur une tache invisible de cire sur le sol. Le corps de l'enfant s'écroula. Il ne tomba pas comme tombent les enfants sains en mettant les mains pour se protéger. Il tomba comme tombent les arbres coupés, rigides, lourds, frappant le sol avec l'épaule et le visage. Le son de sa tête rebondissant contre le marbre fit crier 3 femmes à la table contiguë, horrifiées. « Charles !» Le cri de Philippe fut un mélange de terreur paternelle et de fureur validée. L'enfant resta étendu face contre terre, immobile pendant une seconde qui parut éternelle. Philippe se lança sur lui, mais non pour le consoler, mais pour confirmer sa propre théorie. Il s'agenouilla violemment, tachant son costume de milliers d'euros, et tourna le corps de l'enfant avec brusquerie. « Vous voyez ? Vous voyez ? Bon à rien !» beugla Philippe, regardant Clémence avec des yeux écarquillés, crachant de la salive dans son désespoir. « Vous l'avez tué. Regardez ce que vous avez fait. Il n'a pas de réflexe. Il n'a pas de force. » Charles commença à pleurer, un pleur aigu et désespéré en s'agrippant aux genoux. « J'ai mal !» couina l'enfant. « Bien sûr que tu as mal !» cria Philippe, le secouant par les épaules au lieu de l'embrasser. « Je t'ai dit que tu ne pouvais pas. Je te l'ai dit 1000 fois. Tu es un enfant malade, et cette femme t'a menti. » Philippe se leva d'un bond chargé d'adrénaline et désigna les gardes de sécurité qui étaient restés paralysés à l'entrée. « Arrêtez-la !» rugit Philippe, son doigt pointant la poitrine de Clémence comme un pistolet. « Appelez la police tout de suite. Je veux des charges pour blessures graves. Regardez mon fils. Il est étendu par terre par sa faute. » Clémence ne recula pas. Elle ne regarda même pas les gardes. Ses yeux étaient fixés sur Charles qui se tordait sur le sol. Son instinct lui criait de courir pour le relever, pour embrasser son genou, pour lui dire « Guéris, guéris, ma petite grenouille !» Mais elle s'obligea à rester immobile. Elle s'enfonça les ongles dans les paumes de ses mains jusqu'à se faire mal. Elle savait que si elle le levait maintenant, si elle le traitait comme une victime, Philippe gagnerait. Et si Philippe gagnait, Charles retournerait dans la chaise pour toujours. « Relevez-le » ordonna Philippe à Clémence d'un air de défi. « Allons-y, relevez votre désastre, mettez-le dans la chaise et fichez le camp de ma vie avant que je ne vous tue de mes propres mains. » Clémence respira profondément. L'air sentait le parfum cher et la peur. « Non » dit-elle. Le mot tomba comme une pierre dans un étang. Philippe cligna des yeux, incrédule. « Qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit non » répéta Clémence en élevant la voix pour que l'enfant par terre l'entende. « Je ne vais pas le relever, et vous non plus. » Philippe avança vers elle,
levant la main avec la paume ouverte, prêt à tout. La veine sur son front battait dangereusement. « Vous osez me désobéir avec mon fils qui crie de douleur par terre ?»« Il ne crie pas de douleur, monsieur Philippe, » lui cria Clémence, brisant enfin son calme, l'affrontant avec la férocité d'une mère lionne. « Il crie de peur. Peur de vous. » Clémence se tourna vers l'enfant, ignorant la menace physique du père. « Charles » appela-t-elle d'une voix de commandement, dure, militaire, « arrête de pleurer. » L'enfant, surpris par le ton sévère de la femme qui le choyait toujours, ravala ses larmes et la regarda du sol avec les yeux pleins de larmes et de confusion. « Tu t'es cassé quelque chose ?» demanda Clémence sèchement. Charles toucha son genou, puis bougea son pied. Il secoua la tête, effrayé. « Non, je me suis juste cogné. »« Alors, arrête d'agir comme un bébé et comporte-toi comme l'homme que tu es, » dit Clémence, implacable. Philippe lâcha un rire hystérique. « C'est un handicapé de 5 ans, ce n'est pas un homme » cria-t-il en s'accroupissant pour attraper l'enfant. « Viens ici, papa va te mettre dans ta chaise. Si vous le touchez, vous le condamnez. » Le cri de Clémence fut si puissant que Philippe s'arrêta à quelques centimètres de l'enfant. Clémence fit un pas vers le magnat, raccourcissant la distance, envahissant son espace vital sans peur. « Si vous le levez maintenant, monsieur Philippe, si vous lui enseignez que chaque fois qu'il tombe, papa vient le sauver parce qu'il est pauvre et invalide, alors oui, il sera handicapé pour toujours, pas dans les jambes. » Ici Clémence toucha sa tempe avec l'index. « Vous lui avez appris à avoir pitié de lui-même. Moi, je lui ai appris à avoir du courage. Choisissez maintenant même quel genre de père vous êtes. Celui qui a besoin d'un fils malade pour se sentir utile ou celui qui a les tripes de voir son fils souffrir un peu pour devenir fort. » Philippe regarda la femme tremblant de rage. Il voulait la frapper. Il voulait la détruire. Mais il regarda autour de lui. 50 personnes de la haute société l'observaient. S'il la frappait, c'était la fin de sa carrière. S'il levait l'enfant, il confirmait qu'il était un faible. Il était piégé par une domestique avec un uniforme sale. « Bien !» siffla Philippe, se redressant et ajustant sa veste d'un mouvement brusque et arrogant. « Vous voulez jouer dur? Jouons dur. » Philippe recula de 3 grands pas, s'éloignant de l'enfant étendu par terre. Il croisa les bras, adoptant une posture froide, critique de juge suprême. « Personne ne le touche !» ordonna Philippe à la salle en général. Sa voix était de la glace. Ni les serveurs, ni vous, ni personne. Il regarda son fils avec une expression qui n'était pas d'amour, mais de défi cruel. « Voilà ta chance, Charles. Ta nounou dit que tu es un homme. Elle dit que tu peux marcher. Elle dit que je suis le méchant pour te soigner. » Philippe montra le sol avec mépris. « Prouve-moi que j'ai tort. Lève-toi seul, sans aide, sans t'accrocher à la table, sans qu'elle te donne la main. » Le silence dans le restaurant était absolu. Seul, le bourdonnement de la climatisation était audible. « Et je vous préviens d'une chose, Clémence, » ajouta Philippe sans la regarder, les yeux fixés sur l'enfant. « S'il ne se lève pas dans une minute, s'il reste là étendu comme ce qu'il est, je vous jure sur la mémoire de mon épouse que je vous ferai mettre en prison pour maltraitance infantile. Je vous enlèverai jusqu'à votre nom de famille. »« J'accepte, » dit Clémence à l'instant. Elle s'agenouilla mais loin de l'enfant. Elle posa ses mains sur ses propres cuisses. « Allons-y, mon amour, » murmura-t-elle, la voix brisée, mais pleine d'une foi inébranlable. « Montre au patron qui commande. » La preuve par le feu. Charles regarda autour de lui depuis le niveau du sol. Le monde semblait gigantesque d'en bas. Les pieds des chaises étaient comme des arbres d'acajou. Les chaussures des adultes étaient des murs noirs et brillants. Et là-haut, loin, très loin, il y avait le visage de son père, un masque de déception et de doute. L'enfant sentit le froid du marbre sur son ventre, son genou lui faisait mal, son épaule lui faisait mal. Il voulait rester là. Il voulait que quelqu'un le prenne dans ses bras. C'était ce qui arrivait toujours. Il pleurait, et quelqu'un le mettait dans la chaise moelleuse. C'était facile, c'était sûr. Il regarda Clémence. Elle ne le regardait pas avec pitié. Elle hochait légèrement la tête, serrant les lèvres, lui envoyant de la force avec ses yeux. Elle avait dit qu'ils étaient des astronautes. Les astronautes ne pleurent pas quand ils tombent sur la Lune. Charles posa les paumes de ses mains sur le sol. C'étaient de petites mains, douces, d'enfant riche qui n'a jamais touché la terre. Mais il poussa. Ouf! Lâcha-t-il un gémissement d'effort. Son torse se souleva. Philippe fit une grimace de dégoût, s'attendant à voir l'échec imminent. « Il ne peut pas, c'est inutile » murmura Philippe, pour lui-même cherchant validation. Son centre de gravité est mauvais, ses muscles lombaires ne tiennent pas. Mais Charles ne se rendit pas. Il traîna un genou vers l'avant, puis l'autre. Il se retrouva à 4 pattes, haletant comme un petit chien blessé.
Le smoking était taché de poussière. Le nœud papillon pendait de travers. « Allez, Charles !» cria un homme d'une table du fond. C'était le même qui s'était levé auparavant. « Taisez-vous » lui lança Philippe en tournant la tête. « N'interférez pas. » Charles tenta de poser un pied à plat sur le sol. Sa jambe trembla violemment comme une feuille au vent. Le muscle de la cuisse se contracta. L'effort surhumain était visible. Il s'élança vers le haut. Il réussit à décoller les genoux du sol en se mettant accroupi, chancelant dangereusement. « Il va tomber » dit Philippe avec un ton presque triomphal. « Regardez cet angle. Il va tomber face contre terre. » Clémence ferma les yeux et pria en silence. « Ne tombe pas, s'il te plaît, mon enfant. Enfonce les talons comme nous avons pratiqué. Talons, pointe, force dans l'abdomen. » Charles tendit les bras sur les côtés, cherchant l'équilibre invisible. Il se redressa lentement. Ses jambes qui selon les dossiers médicaux valaient 0, s'étirèrent. Les genoux se bloquèrent. L'enfant était debout. Il était sale, échevelé et pleurait, mais il était debout. Un soupir collectif parcourut le salon. « Impossible !» murmura Philippe. Il fit un pas en arrière comme si l'enfant était un fantôme. Charles respira profondément, reniflant bruyamment. Il regarda son père. « C'est bon ?» demanda l'enfant d'une voix tremblante. « Je suis un homme maintenant, papa. » Philippe sentit un coup à l'estomac. La question était si innocente et à la fois si dévastatrice qu'elle le laissa sans voix, mais son orgueil était une bête difficile à tuer. « Être debout n'est pas marcher », dit Philippe d'une voix rauque, déplaçant la ligne d'arrivée une fois de plus, cruelle et implacable. N'importe qui peut se tenir debout une seconde avant de tomber. Philippe étendit les bras, mais non par amour. Il les étendit comme un objectif, comme une ligne d'arrivée lointaine et inaccessible. « Viens ici », dit Philippe. « Si tu peux vraiment marcher, viens m'embrasser. Je suis à 5 pas. 5 pas simples. Si tu arrives jusqu'à moi, je croirai. Si tu tombes, nous retournons à la chaise et Clémence va en prison. » C'était un ultimatum brutal. Philippe pariait la liberté de la femme contre la capacité motrice de son fils. Clémence ouvrit les yeux, regarda Philippe avec une haine pure. « C'est du chantage !» cria-t-elle. « C'est la réalité !» répondit Philippe sans la regarder. « Dans le monde réel, les résultats commandent. Vous avez confiance en votre travail, Clémence? Alors taisez-vous et laissez-le marcher. » Charles regarda Clémence. Elle hocha la tête, bien qu'elle pleurât ouvertement. « Maintenant va, mon amour, » murmura-t-elle. « Va chercher tes jambes. » Charles regarda son père. Ses bras ouverts semblaient énormes. L'enfant fit le premier pas. Clac. La chaussure frappa fermement. Il fit le deuxième, chancela vers la gauche. Philippe ne bougea pas pour l'aider. L'enfant corrigea la trajectoire seul, agitant les bras. Il fit le troisième pas. Il était à mi-chemin. Son visage était rouge par l'effort. La sueur coulait sur son front. Il fit le quatrième pas. Il était déjà proche. Il pouvait voir les boutons dorés de la veste de son père. Il pouvait sentir son eau de Cologne chère. Philippe sentit que son cœur lui martelait la poitrine. Il était en train de le faire. Il était en train de le faire. Une partie de lui, la petite partie cachée qui était encore humaine, voulait courir et l'attraper. Mais la partie dominante, le magnate arrogant, avait besoin de maintenir sa posture jusqu'à la fin. Charles leva le pied pour le cinquième et dernier pas. Il souriait. Il allait arriver. Il allait embrasser son papa et tout irait bien. Mais alors Philippe commit l'erreur finale. En voyant que l'enfant allait y arriver, en voyant que la domestique avait raison et qu'il avait tort, Philippe baissa les bras d'1 centimètre. Son expression changea. Il n'y avait pas de fierté dans ses yeux. Il y avait de la peur. Peur de devoir demander pardon. Peur d'admettre qu'il avait été un mauvais père. Charles vit ce regard. Il vit la froideur. Il vit que même s'il arrivait, rien ne changerait. Son père restait une statue de glace. L'enfant arrêta son pied en l'air. Il ne compléta pas le pas vers son père. Il baissa son pied, mais non vers l'avant. Il le baissa vers le côté. Philippe cligna des yeux, confus. « Que fais-tu » demanda Philippe. « Je suis là. Viens, il te manque un pas. » Charles secoua la tête lentement. « Tu ne veux pas me voir marcher » dit l'enfant. Sa voix sonna vieille, sage, terrible. « Tu veux avoir raison. » Et avec une dignité qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir à montrer, Charles pivota sur ses talons. Il tourna le dos aux bras ouverts de son père Magia. Il tourna le dos à l'héritage. Il tourna le dos à l'approbation qu'il avait cherchée toute sa courte vie. « Charles » cria Philippe, sentant la panique réelle pour la première fois. « Où vas-tu? Reviens ici. » Charles ne répondit pas. Il fixa son regard sur la seule personne qui était à genoux, les bras ouverts pour de vrai, attendant sans condition. Il commença à marcher vers Clémence.
1, 2, 3, pas rapide, assuré. Philippe resta là, figé, les bras étendus, embrassant l'air vide, voyant comment son fils, l'handicapé, qui ne pouvait pas marcher, marchait parfaitement, s'éloignant de lui. Le trébuchement. Le silence du restaurant fut rompu par le bruit sec des semelles de cuir de Philippe heurtant le sol. Il ne pouvait pas le permettre. Il ne pouvait pas permettre que son fils, son sang, sa propriété marche vers la femme qui nettoyait ses toilettes, lui tournant le dos, à lui, le propriétaire de l'Empire. Non, rugit Philippe, perdant les derniers vestiges de son calme social. Philippe se lança en avant, non avec la grâce d'un père inquiet, mais avec la maladresse désespérée d'un homme qui voit son portefeuille tomber d'une falaise. Il courut les 3 mètres qui le séparaient de Charles et s'interposa sur son chemin, bloquant la vue de Clémence avec son corps massif. Il se campa comme un mur de béton devant l'enfant, haletant, transpirant, les yeux écarquillés. Charles s'arrêta net pour ne pas heurter les jambes de son père. L'enfant chancela, ses petits muscles se tendant pour freiner l'inertie. « Où crois-tu aller » demanda Philippe, s'accroupissant jusqu'à se retrouver face à face avec l'enfant, l'attrapant dans son ombre. « Tu vas avec elle, avec la domestique ? Vas-tu mépriser ton père pour une femme qui sent le chlore ?»« Laisse-moi passer, » dit Charles. Sa voix était petite, mais elle ne tremblait pas. « Tu es confus. » Philippe attrapa les épaules de l'enfant avec force, le secouant. « Regarde-toi, tu transpires, tu souffres, tes jambes tremblent, Charles. Tu vas tomber à tout moment. » Philippe regarda en arrière vers le fauteuil roulant vide, puis regarda de nouveau l'enfant avec un mélange de supplique et de menace. « Assieds-toi maintenant. Je t'achèterai ce que tu veux. Tu veux le nouveau jeu vidéo? Tu veux aller à Disney demain? Tu veux un poney? Je te l'achète. Je t'achète 10 poneys. Mais assieds-toi dans la chaise et arrête de m'humilier. » Charles regarda son père. Ses yeux parcoururent le visage en sueur et rougit du magnat. « Clémence ne m'achète pas de choses, » dit l'enfant avec une simplicité dévastatrice. « Elle m'apprend à utiliser celle que j'ai déjà. » Philippe sentit que le sang lui bouillait. La comparaison était une insulte intolérable. « Elle n'est pas ta mère !» cria Philippe, serrant plus les épaules de l'enfant, enfonçant ses doigts dans le tissu du smoking. « C'est une employée. Je la paye. Si j'arrête de la payer, elle disparaît. Elle ne t'aime pas. Elle veut mon argent. Lâchez-moi !» cria Charles, tentant de se dégager de l'emprise de fer. Dans la bousculade, cela arriva. Philippe, aveuglé par la colère, poussa l'enfant vers l'arrière, essayant de l'obliger à reculer vers le fauteuil roulant. Ce fut une poussée instinctive, brute. Les jambes de Charles, fatiguées par l'effort titanesque des dernières minutes, ne résistèrent pas à la poussée. La cheville droite de l'enfant se tordit. Charles lâcha un cri étouffé, et son corps s'écroula vers le côté gauche. « Il tombe !» cria une femme de la table 3, portant ses mains à sa bouche. Philippe vit son fils tomber. Le temps sembla s'arrêter. Dans son esprit malade, il vit la victoire. Si l'enfant tombait, il avait raison. S'il tombait, il avait besoin de la chaise. S'il avait besoin de la chaise, il avait besoin du père riche. « Je te l'avais dit !» s'exclama Philippe, avant même que l'enfant ne touche le sol, tendant les mains, non pour le rattraper, mais pour signaler l'échec. « Je t'ai dit que tu ne pouvais pas. Tu es faible. » Charles frappa le sol avec son genou, sa main. Le coup sonna douloureux. Il resta à 4 pattes, la tête baissée. Respirant bruyamment, Philippe se redressa, récupérant sa stature, récupérant son pouvoir. Il regarda Clémence par-dessus l'épaule de l'enfant tomber avec un sourire triomphal et cruel. « Voilà votre miracle, Clémence, » dit Philippe d'une voix venimeuse. « Par terre où il doit être, où il a toujours été jusqu'à ce que vous lui remplissiez la tête de fantaisies stupides. » Philippe se tourna vers la foule du restaurant, ouvrant les bras comme un présentateur de cirque qui vient de démontrer un tour raté. « Vous voyez, » dit-il aux convives stupéfaits, « c'est de la physique simple, des os faibles, des muscles atrophiés. Ce n'est pas de la cruauté, messieurs, c'est la réalité. Mon fils a besoin de soins, pas d'aventure. Il a besoin de sa chaise. » Il s'accroupit vers Charles, adoptant un ton de voix faussement compatissant, doucereux et toxique. « Allez, champion, le jeu est fini. Papa t'aide. Allons à la chaise, et nous rentrons à la maison. Nous allons virer cette femme et chercher une vraie infirmière, une qui sache sa place. » Philippe mit ses mains sous les aisselles de l'enfant pour le soulever comme un poids mort. Il s'attendait à un corps flasque, rendu, larmoyant. Il s'attendait à la soumission habituelle. Mais quand il tira vers le haut, il trouva de la résistance. L'enfant n'était pas mou, l'enfant était rigide. Il avait les mains collées au sol de marbre, les doigts ouverts comme des griffes s'ancrant au sol. « Non !» grogna Charles, entre ses dents. « Ne rends pas ça plus difficile !» murmura Philippe à l'oreille de l'enfant, serrant les dents.
Lève-toi et marche vers la chaise, ou je te jure que… » J'ai dit non. Le cri de Charles ne fut pas celui d'un enfant. Ce fut un rugissement qui sortit de ses entrailles, de l'endroit où l'on garde la douleur d'années passées à être regardé comme un objet brisé. D'un mouvement brusque, Charles secoua son corps et se dégagea des mains de son père. L'élan fit que Philippe, qui était dans une position instable accroupi, perdit l'équilibre et tomba s'asseoir sur ses fesses sur le sol poli. Le trébuchement final n'avait pas été celui de l'enfant, il avait été celui du père. Philippe resta assis par terre avec les jambes ouvertes de manière ridicule, regardant avec une incrédulité absolue comment son fils, l'handicapé, refusait d'être sauvé. De l'autre côté du salon, Clémence, qui avait retenu sa respiration et l'envie de courir pour tuer le patron, lâcha l'air. Elle ne cria pas d'instruction, elle ne dit pas « lève-toi ». Elle porta juste sa main à son cœur et hocha la tête. Elle savait que c'était le moment où l'enfant cessait d'être impatient et devenait un survivant. Charles, toujours par terre, leva la tête. Il avait le front sale de poussière. Il avait une larme qui pendait de son nez, mais ses yeux étaient du feu pur. Il regarda son père étendu par terre devant lui. « Tu veux que je tombe ?» dit Charles en haletant. « Parce que si je marche, tu ne peux plus me commander. » La décision de l'enfant. La phrase de Charles flotta dans l'air, plus lourde que n'importe quelle insulte. Philippe, depuis le sol, sentit l'impact de la vérité comme un coup de pied physique. Il tenta de se lever rapidement, de récupérer sa dignité, mais le costume italien glissait et ses mouvements étaient maladroits. Pendant que le père luttait contre sa propre honte, le fils luttait contre la gravité. Charles ne demanda pas d'aide. Il mit une jambe en avant, la mauvaise jambe, celle qui lui faisait le plus mal. Il appuya la semelle de sa chaussure complètement à plat sur le marbre. Il serra les dents jusqu'à ce que ses gencives lui fassent mal. « Ah !» gémit-il d'effort, poussant le sol avec ses bras minces. Le restaurant entier retenait sa respiration. Personne ne mangeait, personne ne parlait. Les serveurs étaient figés avec les plateaux dans les mains. C'était une bataille biblique. David contre Goliath. Mais Goliath était la propre anatomie et la peur. Charles s'élança. Son genou trembla violemment, dansant sous le poids de son corps. Il semblait qu'il allait céder, que l'os allait se briser. « Tu vas te casser! Arrête !» cria Philippe, se levant, tentant d'intervenir de nouveau. « Ne le touchez pas !» beuglèrent 3 clients en même temps depuis différentes tables. La foule avait choisi son camp. Philippe s'arrêta, effrayé par l'hostilité du public. Charles étendit ses jambes, bloqua les genoux, se redressa, passa le dos de sa main sur son nez, essuyant ses larmes, laissant une tache sombre sur son visage pâle. Il ajusta la veste de son smoking, avec un geste qui imitait ironiquement le geste arrogant que son père faisait toujours. Mais en lui, ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la dignité. Il regarda son père dans les yeux. Maintenant que Philippe était debout, la différence de taille était énorme, mais la différence morale s'était inversée. L'enfant semblait géant. « La chaise est à toi, papa », dit Charles, en pointant l'appareil chromé avec un mépris infini. « Tu en as plus besoin que moi. » Philippe ouvrit la bouche en balbutiant. « Que dis-tu ? » Je suis ton père. Je paye. »« Tu as payé pour que je m'assoie, » dit Charles. « Clémence a payé pour que je me lève. » L'enfant mit la main dans la poche de son petit pantalon. Il sortit quelque chose qui tinta. C'était une montre en or, un cadeau ostentatoire que Philippe lui avait donné la semaine précédente pour compenser le fait de ne pas avoir été là pour son anniversaire. Charles regarda la montre. « Tu as dit que ça valait beaucoup d'argent, » dit l'enfant. « Elle vaut 5 000 €, répondit Philippe automatiquement, sans comprendre ce qui se passait. « C'est de l'or massif. »« Elle pèse trop lourd, » dit Charles, et avec un calme effrayant, il ouvrit la main. La montre en or tomba au sol. Le verre se brisa avec un craquement aigu en frappant le marbre. Philippe regarda la montre cassée comme si c'était son propre cœur. « Qu'as-tu fait ?» couina-t-il. « Je ne veux plus d'objets qui pèsent, » dit Charles. « Je veux marcher léger. » L'enfant tourna la tête vers Clémence. Elle était là, au bout de l'allée improvisée entre les tables, une figure bleue et blanche au milieu d'une mer de costumes sombres. Elle pleurait en silence avec un sourire qui illuminait le salon plus que les lustres en cristal du plafond. Charles fit un pas vers elle. Philippe fit un pas pour la bloquer de nouveau, aveuglé par le désespoir de perdre le contrôle. « Tu ne vas pas aller avec elle, » grogna Philippe. « C'est une domestique. Elle n'a rien. Elle vit dans une chambre de 3 carrés mètres. Elle n'a pas d'avenir. Si tu vas avec elle, je te déshérite. Tu m'entends, Charles? Je te retire tout. L'argent, la maison, les jouets. Tu te retrouveras dans la rue avec cet affamé. » Charles s'arrêta. Il tourna lentement la tête vers son père. « Papa, » dit-il doucement. « Quoi ?» Philippe s'arrêta, s'attendant à la reddition, s'attendant à ce que la menace de l'argent fonctionne,
comme elle fonctionnait toujours avec ses partenaires d'affaires. « Elle a mes jambes, dit Charles. Et toi, tu n'as que ma chaise. » L'enfant se tourna de nouveau vers Clémence et reprit sa marche. 1, 2, 3 pas. Le rythme était constant. Maintenant clac, clac, clac. Ce n'était plus la marche d'un enfant qui apprend, c'était la marche d'un soldat qui rentre à la maison. Philippe resta là, debout au milieu du restaurant, entouré de sa richesse, de sa montre cassée et de son fauteuil roulant vide de dernière génération. Il étendit une main vers le dos de son fils, les doigts tremblants, voulant l'attraper, voulant le ramener à la sécurité de l'invalidité. « Charles, » murmura Philippe d'une voix brisée. « Mon fils, s'il te plaît, tu me fais peur. Tu vas tomber. » Mais personne ne l'écoutait plus. Tous les yeux étaient fixés sur l'enfant qui traversait l'abîme entre la richesse froide et la pauvreté aimante. Charles accéléra le pas. Ses jambes gagnaient en confiance à chaque mètre. La distance se réduisait. Clémence s'agenouilla sur le sol, ouvrant ses bras aussi grands que le monde entier, se préparant à recevoir l'impact du miracle qu'elle-même avait forgé avec ses mains fatiguées. L'enfant commença à trotter, un trot maladroit, dégingandé, magnifique. « Clémence !» cria Charles avec une joie qui brisa les cristaux du protocole. Philippe ferma les yeux, incapable de voir la fin de son règne. Le climax émotionnel, l'espace entre l'enfant qui courait et la femme agenouillée, se ferma en quelques secondes. Mais pour Philippe, ces secondes furent des heures de torture. Il vit son fils bouger avec une liberté qu'il n'avait jamais réussi à lui acheter avec tout son argent. Il vit comment les pieds de Charles, autrefois maladroits et traînants, frappaient le sol avec une urgence vitale. Ce n'était pas une démarche élégante, c'était un trot désordonné, avec les bras se balançant en l'air. Mais c'était le mouvement le plus beau et le plus destructeur que Philippe ait jamais vu. « Attention !» cria Philippe. Une dernière tentative pathétique d'exercer un contrôle, d'injecter la peur là où il n'y avait plus que du courage. « Tu vas te tuer. » Mais Charles n'écouta pas. Ses yeux étaient fixés sur le port sûr. Clémence, avec son tablier sale et ses genoux plantés dans le sol dur, ouvrit ses bras encore plus, se préparant à l'impact, comme on attend une avalanche. Le choc fut brutal et tendre à la fois. Charles ne freina pas. Il se lança contre la poitrine de Clémence avec toute la vitesse que ses petites jambes lui permirent. L'impact fit que Clémence partit en arrière, s'asseyant brusquement sur ses talons, lâchant un gémissement rauque, un ouf qui s'entendit dans tout le salon, mais elle ne le lâcha pas. Ses bras se refermèrent autour du petit corps comme un piège d'acier, l'attrapant, l'assurant, le fusionnant avec elle. « Je te tiens !» cria Clémence, la voix étouffée par les pleurs et le visage enfoui dans l'épaule de l'enfant. « Je te tiens, ma vie, je te tiens !» L'enfant s'agrippa au cou d'elle avec une force désespérée. Ses petits doigts s'enfoncèrent dans le tissu bleu de l'uniforme, le froissant, tirant dessus comme s'il voulait entrer sous sa peau. « J'ai marché, Clémence, j'ai marché !» couina Charles, sa voix se brisant entre des sanglots hystériques de joie. « J'y suis arrivé. Je suis un astronaute. » Philippe resta debout à 3 m de distance, la main toujours tendue vers le vide. Il sentit un froid soudain dans sa poitrine, un trou noir où se trouvait auparavant son orgueil. La scène devant lui était un tableau de la renaissance d'amour pur, et il n'était pas dans le tableau. Il était le spectateur qui avait payé l'entrée, mais ne comprenait pas l'œuvre. Le restaurant éclata. Ce ne fut pas un applaudissement éduqué d'opéra, ce fut une réaction viscérale. La femme de la table 3, celle qui avait crié avant, se leva pleurant ouvertement, portant une serviette à sa bouche. L'homme qui avait tenté de défendre Charles frappa la table du poing en signe de victoire. « Bravo !» cria quelqu'un du fond, mais au centre du cercle, le trio, la mère de substitution, l'enfant miracle et le père fantôme vivaient leur propre réalité. Philippe fit un pas hésitant vers eux. Ses chaussures à semelles italiennes crissèrent sur le sol, un son gênant qui fit lever les yeux à Clémence. Elle ne lâcha pas l'enfant. Au contraire, elle posa une main sur la nuque de Charles, protégeant sa tête, et regarda Philippe avec un mélange de défi et de pitié infinie. « Lâchez-le » murmura Philippe. Sa voix sortit sans force, sans autorité. C'était la supplique d'un mendiant. « C'est mon fils, laissez-moi l'embrasser. » Clémence ne bougea pas. Charles ne se tourna pas non plus. L'enfant continuait avec le visage caché dans le cou de la domestique, respirant l'odeur de savon bon marché et de sueur de travail, la seule odeur qu'il associait à la sécurité. « Il ne veut pas embrasser la banque, monsieur Philippe, » dit Clémence avec douceur, mais avec une cruauté nécessaire. « Il veut embrasser sa maman. » Le mot « maman » frappa Philippe comme un maillet. « Vous n'êtes pas sa mère, » balbutia Philippe, les yeux pleins de larmes qu'il refusait de laisser tomber. « Vous êtes le service. Je vous paie.
J'ai acheté ces vêtements que vous portez. Vous avez acheté les vêtements, répondit Clémence, caressant les cheveux en sueur de Charles. Mais vous n'avez pas acheté ce qu'il y a à l'intérieur. Charles leva la tête lentement. Il avait le visage rouge, taché de larmes et de morve, mais il brillait. Il se tourna légèrement pour regarder son père. Philippe attendit, retenant sa respiration, espérant que le lien de sang serait plus fort que le lien des soins. Il attendit que l'enfant tende la main vers lui. « Papa !» dit Charles. « Oui, mon fils, je suis là. » Philippe fit un pas en avant, désespéré, tombant à genoux pour être à la hauteur de l'enfant, sans se soucier de son pantalon de tailleur. « Viens avec papa. Rentrons à la maison. Je t'achète une autre montre. Je t'achète une vraie voiture. Ce que tu veux. » Charles regarda son père agenouillé. Il regarda les mains vides de Philippe, ses mains qui étaient toujours occupées par des téléphones, des contrats et des volants de voitures de sport. « J'ai mal aux jambes, papa, » dit Charles. « Je sais. » Philippe hocha frénétiquement la tête. « C'est pour ça que tu as besoin de la chaise. Viens, je te porte. Je vais te porter. Papa va te porter. » Philippe tendit les bras pour prendre l'enfant. Charles secoua la tête et se recroquevilla de nouveau contre la poitrine de Clémence. « Je ne veux pas que tu me portes, » murmura l'enfant contre l'uniforme. « Je veux que Clémence me soigne. Elle a des mains magiques. Les tiennes sont froides. » Philippe resta paralysé, avec les bras ouverts en l'air, rejeté de la manière la plus absolue et définitive possible. « Les tiennes sont froides. » La phrase le transperça. Il regarda ses propres mains. Elles étaient parfaites, soignées, sans callosité, des mains qui signaient des chèques, des mains qui n'avaient jamais massé une jambe atrophiée pendant 3 heures au petit matin, des mains inutiles pour aimer. Le gérant du restaurant s'approcha avec prudence, tenant un verre d'eau, mais s'arrêta en voyant l'expression sur le visage du magnat. C'était le visage d'un homme qui voit son manoir brûler avec lui à l'intérieur. Clémence, voyant que l'enfant tremblait à cause de l'effort physique post-adrénaline, commença à lui masser les mollets là, sur le sol du restaurant. Ses mouvements étaient experts, rapides, rythmiques. « Respire, mon amour », lui murmurait-elle. « Inspire, expire. La douleur est bonne. La douleur signifie que les muscles sont éveillés. Tu sens la chaleur ? » « Oui », soupirait Charles en fermant les yeux, ignorant complètement la présence de son père à 1 mètre de distance. Philippe observa la scène. Il vit l'intimité. Il vit la technique. Il vit comment Clémence savait exactement quel point presser pour soulager la crampe. Il réalisa avec une horreur croissante qu'il ne savait rien de l'anatomie de son fils. Il ne savait pas où il avait mal. Il ne savait pas ce qui le soulageait. C'était un étranger riche qui payait les factures. Les gens autour commencèrent à murmurer. Les commentaires arrivèrent aux oreilles de Philippe comme des aiguillons. Pauvre enfant, heureusement qu'il a la nounou. Tu as vu comment le père l'a poussé ? L'argent n'achète pas l'affection. Regarde ça. Philippe sentit que l'air lui échappait. La honte publique était insupportable, mais la douleur privée était pire. Il se leva en chancelant comme un ivrogne. Il avait besoin de fuir. Il avait besoin de se cacher, ou il avait besoin de détruire quelque chose. Il regarda autour de lui cherchant un point d'appui, quelque chose de familier, et ses yeux se posèrent sur la seule chose qui lui appartenait dans cette salle, le fauteuil roulant, la faillite de l'ego. Le fauteuil roulant était là, à environ 5 m, solitaire, brillant, obscènement technologique. C'était un fauteuil en fibre de carbone ultra léger importé d'Allemagne. Philippe se souvenait du jour où il l'avait acheté. Il avait ressenti de la fierté, le meilleur pour mon fils, avait-il pensé. Maintenant, en le voyant vide sous la lumière des chandeliers, la chaise semblait un trône de torture. Elle semblait un cercueil à roues. Philippe marcha vers elle, il se déplaçait comme un somnambule. Les gens s'écartaient sur son passage, non par respect, mais par peur de l'énergie sombre et brisée qui émanait. Il arriva devant la chaise, posa une main sur le dossier en cuir noir. Le cuir était froid. 12 000 €, murmura Philippe pour lui-même. Sa voix était un fil cassé. 12 000 € pour que tu ne marches pas. La réalisation lui tomba dessus comme une dalle de béton. Il n'avait pas acheté la chaise pour aider Charles. Il l'avait achetée pour faire taire le problème. Une chaise était facile. Un enfant en chaise reste où on le met. Un enfant en chaise ne court pas, ne tombe pas, ne dérange pas dans les réunions, n'exige pas de temps physique. La chaise était son substitut. Philippe serra le poing sur le dossier jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « Maudit soit-il » cria-t-il soudain, et d'un mouvement violent il donna un coup de pied à la chaise. Le fauteuil roulant fut projeté, roulant de manière incontrôlée jusqu'à heurter une colonne avec un fracas métallique qui fit sursauter tous les présents. Une roue resta en l'air, un bourdonnement accusateur dans le silence sépulcral. Philippe porta ses mains à sa tête,
s'agrippant à ses cheveux, les tirant avec rage. « Je suis inutile !» cria-t-il au plafond du restaurant, sans se soucier de qui regardait. « Je suis une ordure. » Le grand homme d'affaires, l'homme de fer s'effondra. Ses jambes, saines et fortes, cédèrent sous le poids de sa conscience. Il tomba à genoux sur le sol, se cognant fortement, mais il ne sentit pas la douleur physique. « Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas !» sanglota Philippe en frappant le sol avec son poing fermé. « Vang, Vang ! Je lui ai dit qu'il était un handicapé. Je lui ai coupé les ailes. » Le pleur de Philippe était laid. Ce n'était pas un pleur cinématographique. C'était un hurlement rauque plein de morve et de salive. Le son d'un animal qui se rend compte qu'il est en train de se manger sa propre queue. Depuis sa position au sol, étreinte par l'enfant, Clémence leva les yeux. Elle vit le patron détruit. Elle vit l'homme arrogant réduit à un enfant effrayé. Charles le regarda aussi. L'enfant cessa de recevoir le massage et se redressa regardant son père avec curiosité. Il n'avait jamais vu papa pleurer. Papa était de pierre. « Papa est cassé ?» demanda Charles. Clémence regarda Philippe, puis regarda l'enfant. « Oui, mon amour, » dit Clémence doucement. « Il a le cœur brisé, et ça fait plus mal que les jambes. » Philippe, agenouillé à quelques mètres, leva son visage baigné de larmes. Le phare de son statue avait coulé. Il regarda Clémence à travers le brouillard de ses pleurs. Il ne la voyait plus comme une ennemie, il la voyait comme un géant. Elle avait fait ce que lui, avec tous ses millions, n'avait pas eu le courage de faire. Croire. « Pardonnez-moi », grondait Philippe. Le mot lui écorcha la gorge. Il ne l'avait jamais utilisé dans sa vie adulte. Il rampa sur ses genoux. Il ne se leva pas pour marcher vers eux. Il rampa. Il traîna son costume à 2000 € sur le sol sale, s'humiliant volontairement, descendant au niveau du sol, au niveau des jeux, au niveau de la vérité. « Clémence », supplia Philippe, tendant une main tremblante vers elle, mais sans oser la toucher. « Ne me laissez pas seul. Ne m'enlevez pas, mon fils. Je suis stupide. Je suis aveugle. » Il arriva jusqu'à eux. Il resta devant les chaussures en cuir verni de Charles et les genoux de Clémence. Il baissa la tête jusqu'à toucher le sol avec son front, dans une posture de soumission totale. « Enseignez-moi », sanglota Philippe contre le marbre. « S'il vous plaît, Clémence, enseignez-moi à être père. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais que signer des chèques. Enseignez-moi à jouer à l'astronaute. » Le silence dans le restaurant était dense, presque sacré. Personne n'osait respirer. Ils étaient témoins de la mort d'un ego et de la naissance d'un homme. Charles regarda la femme qui le tenait. « Maman ?» demanda l'enfant cherchant permission. « Je peux le toucher ?» Clémence, les yeux pleins de larmes, hocha la tête lentement. « Il a besoin de toi maintenant, Charles. C'est lui qui ne peut pas marcher. » Charles se dégagea doucement de l'étreinte de Clémence, se tint sur ses jambes tremblantes. Il fit un petit pas vers la figure prostrée de son père. L'enfant posa sa petite main sur la tête de Philippe, sur les cheveux gominés et chers. « Debout, papa, » dit Charles d'une voix ferme. « Je t'aide, c'est facile. Talon, pointe. » Philippe leva la tête en sentant le contact de son fils. Il vit la petite main lui offrant de l'aide. Il vit l'inversion des rôles. L'handicapé était en train de relever le fort. « Charles !» Philippe attrapa la main de son fils, non avec force, mais avec une délicatesse révérencieuse, comme s'il touchait du cristal sacré. Il embrassa les jointures de l'enfant, les mouillant de ses larmes. « Talon, pointe !» répéta Philippe, riant et pleurant en même temps, un rire de fou racheté. « Talon, pointe !» Clémence se pencha en avant. Elle ne resta pas à l'écart. Elle posa sa main, la main rugueuse de travailleuse, sur l'épaule de Philippe. « Levez-vous, monsieur Philippe, dit-elle. » Et son ton n'était plus celui d'une domestique, c'était celui d'une égale. « Nous avons du travail à faire. Les jambes de Charles ont besoin d'un père, pas d'un tapis. » Philippe hocha la tête en reniflant. « Oui, oui. » Il s'essuya le visage avec la manche de sa veste, ruinant le tissu pour toujours, et il s'en moqua. « Je vais apprendre, je le jure. Je vais jeter cette chaise à la rivière. » Il se leva, chancelant, s'appuyant sur l'épaule de Clémence et sur la main de Charles. Les trois formèrent un triangle étrange et parfait au milieu du restaurant de luxe, un magnat défait, une domestique reine et un enfant astronaute. « Nous partons ?» demanda Charles en regardant la porte. Philippe regarda les convives qui les observaient. Il ne se souciait plus du qu'en dira-t-on. Il se sentait léger, il se sentait pauvre d'ego et riche de vérité. « Nous partons », dit Philippe, mais pas à la voiture. Il regarda Clémence. « Pensez-vous que nous arriverons à marcher jusqu'au parc du coin ?» Clémence sourit, un sourire qui promettait un avenir différent. « Si nous allons doucement, patron, nous arriverons à la lune. La rédemption est justice. » Le trio avança vers la sortie du restaurant. Ce ne fut pas une marche rapide, ce fut un processus lent, rythmique et douloureux. Charles allait au milieu,
ses petites mains agrippées à la main gauche de Clémence et à la main droite de Philippe. Chaque pas était une victoire, mais aussi un rappel de la fragilité du moment. Les convives, qui quelques minutes auparavant avaient été des juges sévères ou des spectateurs morbides, s'écartaient maintenant en silence. Certains se levaient. Il y avait une révérence étrange dans l'air, le respect que l'on accorde aux survivants d'une catastrophe. Philippe marchait la tête haute, mais non avec l'arrogance d'avant. Son visage était gonflé par les pleurs, sa cravate pendait défaite et son costume de designer avait des taches de poussière sur les genoux. Il n'avait jamais eu l'air aussi négligé, et pourtant, il n'avait jamais eu l'air aussi homme. « Monsieur Philippe !» La voix criarde du gérant rompit la transe. L'homme courait derrière eux, poussant le fauteuil roulant en fibre de carbone qu'il avait sauvé de la colonne contre laquelle Philippe l'avait écrasé. Une des petites roues avant était tordue et vibrait frénétiquement contre le sol. « Vous oubliez ceci », dit le gérant en haletant, bloquant le passage du groupe à la porte de verre. « La chaise coûte une fortune, vous ne pouvez pas la laisser ici. » Philippe s'arrêta. Charles freina aussi regardant l'appareil avec une peur instinctive. C'était sa cage, la cage qui brillait. Philippe lâcha doucement la main de son fils pour faire face au gérant. Il regarda la chaise, puis regarda l'homme. « Nous ne l'oublions pas, » dit Philippe. Sa voix était calme, dépourvue de la fureur d'avant, mais ferme comme un roc. « Nous l'abandonnons. »« Mais monsieur, elle a une bosse, mais elle peut être réparée, » insista le gérant, sans rien comprendre, inquiet de l'inventaire et du scandale. « Si vous la laissez ici, je devrais vous facturer l'entreposage, ou vous l'envoyer. » Philippe mit la main dans la poche intérieure de sa veste, sortit son portefeuille en cuir noir, en extraya une liasse de billets, ne les compta même pas, et les mit dans la poche de la chemise du gérant d'un mouvement brusque. « Donnez-la, dit. Philippe, ou quoi, peu m'importe. Mais si cette chose retraverse la porte de ma maison, j'achète cet immeuble juste pour le démolir. Compris ?» Le gérant déglutit en touchant la bosse des billets dans sa poitrine. « Compris, monsieur. » Philippe se tourna vers son fils. Charles le regardait avec les yeux écarquillés. « Vraiment, papa ?» demanda l'enfant. « Je n'en ai plus besoin ?» Philippe s'accroupit une fois de plus. Il essuya une tache de saleté sur la joue de l'enfant avec son propre pouce. « Tes jambes vont se fatiguer, champion, » dit Philippe. « Elles vont te faire mal. Et quand cela arrivera, je te porterai ou Clémence te portera. Mais cette chaise ne touchera plus ton derrière de ta vie. C'est une promesse de gentleman. » Charles sourit, montrant les dents. Un sourire qui illumina le hall. « Promesse d'astronaute, » corrigea l'enfant. « Promesse d'astronaute, » répéta Philippe scellant le pacte. Ils poussèrent les portes de verre et sortirent dans la rue. L'air de l'après-midi les frappa. Le soleil se couchait, peignant la ville d'un orange chaud. Le bruit de la circulation, les klaxons, les gens qui marchaient, tout semblait nouveau. Pour Charles, qui voyait toujours le monde depuis la hauteur d'une taille, être debout sur le trottoir sentant le vent sur son visage à sa propre hauteur était une aventure. Une limousine noire immense et brillante était garée juste en face dans la zone de chargement. Sébastien, le chauffeur de toujours, un homme âgé et sérieux, était appuyé sur le capot vérifiant son téléphone. En voyant sortir son patron, il rangea son portable et courut ouvrir la porte arrière. « Monsieur Philippe !» Sébastien s'arrêta net en voyant l'état de son patron et surtout en voyant l'enfant debout. « Monsieur, que s'est-il passé? Vous avez besoin d'aller à l'hôpital. Où est la chaise de l'enfant ?» Sébastien regarda Clémence avec méfiance, remarquant qu'elle tenait la main du patron. Son entraînement lui disait qu'il devait intervenir, que le service ne touche pas les propriétaires. Mais l'énergie du groupe l'arrêta. Philippe regarda la voiture, cette voiture blindée, insonorisée, climatisée, la voiture où il avait passé des heures à ignorer son fils en parlant d'affaires au téléphone. « Fermez la porte, Sébastien, » dit Philippe. « Monsieur ?» Le chauffeur cligna des yeux. « Nous avons la réservation pour la séance photo dans 20 minutes. Le photographe attend. » Le magazine. « Annulez la séance, » ordonna Philippe. « Annulez le magazine. Annulez la réunion de demain et le dîner avec les investisseurs japonais. »« Mais monsieur, les Japonais, c'est le contrat de l'année. » Sébastien paniquait. « Dites-leur que mon fils a appris à marcher aujourd'hui, » dit Philippe, regardant Charles avec une fierté qui lui faisait presque mal à la poitrine. « Dites-leur que c'est plus important que leur maudit yen. Et s'ils ne comprennent pas, je ne veux pas faire d'affaires avec eux. » Sébastien resta bouche bée. Jamais, en 20 ans de service, il n'avait entendu Philippe annuler une affaire pour rien, encore moins pour la famille. « Alors, à la maison, monsieur ?» demanda le chauffeur dubitatif. Philippe regarda Clémence. Elle respirait profondément, profitant de l'air libre après l'asphyxie du restaurant. « Non, » dit Philippe. « Sébastien, prenez la voiture, prenez votre après-midi.
Allez avec votre famille et vous. Sébastien regarda la rue animée. Comment vont-ils revenir? Ils ne peuvent pas marcher. L'enfant ne peut pas. L'enfant va marcher, interrompit Clémence, parlant pour la première fois. Sa voix était calme, maîtresse de la situation. Jusqu'où ses jambes le mèneront. Et ensuite nous nous reposerons. Et ensuite, nous marcherons encore un peu. Philippe hocha la tête. Vous avez entendu la patronne, Sébastien, partez d'ici. Le chauffeur, toujours étourdi, hocha la tête, monta dans la voiture et démarra, s'éloignant et emportant avec lui le dernier vestige de la vie ancienne et rigide. Ils restèrent tous les trois seuls sur le trottoir. Les gens passaient rapidement, ignorant le drame silencieux qui se déroulait à ce coin de rue. Philippe se tourna vers Clémence. Maintenant que l'adrénaline retombait, la réalité de ce qu'il avait fait, de la façon dont il l'avait traité, lui tomba dessus. La honte lui brûla le visage. « Clémence », commença Philippe. Il avait du mal à la regarder dans les yeux. Il regarda ses propres chaussures. « Ce que j'ai dit à l'intérieur, ce que j'ai fait, je n'ai pas de pardon. J'ai été un animal. J'ai été pire qu'un animal. » Clémence ne lui répondit pas tout de suite. Elle retira le tablier blanc qui était sale d'avoir roulé par terre, le plia avec soin et le rangea dans son sac. Ce geste marqua la fin de son service, la fin de son rôle de domestique soumise. « Vous aviez peur, monsieur Philippe, dit-elle finalement. La peur nous rend monstres. Moi aussi, j'ai eu peur de nombreuses nuits quand Charles criait de douleur et que je ne savais pas si ce que je faisais était bien ou si je le brisais davantage. Mais vous ne vous êtes pas rendu, dit Philippe en levant les yeux. Moi, je l'ai mis de côté. J'ai payé pour que d'autres s'en occupent parce que je n'avais pas le courage de le voir souffrir. » Philippe s'approcha d'un pas d'elle. « Vous êtes viré, dit-il soudain. » Charles, qui était distrait en regardant un pigeon, tourna brusquement la tête. « Non !» cria l'enfant. « Papa, non !» Clémence ne broncha pas. Elle maintint son regard fixe sur Philippe attendant. Elle savait que cet homme n'était plus le même que celui qui était entré au restaurant. « Vous êtes viré comme employé de maison, » continua Philippe, sa voix tremblant légèrement. « Je ne veux plus que vous nettoyiez une toilette dans ma maison. Je ne veux plus que vous utilisiez ces gants jaunes. Vos mains ne sont pas pour les ordures. » Philippe prit la main droite de Clémence, la main rugueuse, forte, nue. « Je vous réembauche, mais pas comme domestique. »« Alors, en quoi ?» demanda Clémence avec un sourcil levé, défiante, mais avec une lueur de curiosité dans les yeux. « Comme ?» Philippe chercha le mot. Il n'existait pas de mot de travail pour ce qu'elle était. Mère était un titre biologique qu'elle avait gagné en pratique. Gouvernante, sonnait froid. Je vous engage comme l'autorité maximale de Charles. Vous décidez ce qu'il mange. Vous décidez à quelle heure il dort. Vous décidez s'il va chez le médecin ou s'il va au parc. Et moi. Moi, je serai votre assistant. Philippe serra sa main. Je veux que vous m'enseigniez ce qu'il y a dans ce cahier, Clémence. Je veux lire chaque page. Je veux apprendre à faire les massages. Je veux récupérer le temps perdu. Je vous payerai le triple. Je vous donnerai une assurance, des vacances, ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne partez pas. Enseignez-nous à être une famille. » Clémence regarda l'homme puissant qui lui demandait de l'aide. Elle vit la sincérité dans son désespoir. Puis elle regarda Charles, qui attendait la réponse en retenant sa respiration. Clémence sourit. Ce fut un sourire large, radieux, qui lui enleva 10 ans. « Le salaire, nous en discuterons plus tard, patron, dit-elle. Mais je vous préviens d'une chose, je suis très exigeante. Si vous sautez une séance de jeu d'astronaute, je vous vire, moi. » Philippe lâcha un éclat de rire, un rire réel, libérateur. Marché conclu. Charles applaudit en sautant sur ses pieds instables. « Bien, cria-t-il. Maintenant, allons sur la Lune. » À la Lune, hocha la tête Philippe. Ils se débarrassèrent des formalités. Philippe retira la veste de son costume et la suspendit à son épaule, desserrant sa cravate jusqu'à l'enlever et la rangeant dans sa poche. Il retroussa les manches de sa chemise blanche. Clémence détacha les cheveux, laissant la crinière sombre tomber sur ses épaules, cachant la sévérité de l'uniforme. « Par où ?» demanda Philippe. Charles montra le parc qu'on voyait au bout de l'avenue, une tache verte entre le gris du béton. « Là-bas, il y a de l'herbe. » Ils commencèrent à marcher. Ce ne fut pas une marche facile. Charles trébucha au bout de 10 m. Ses jambes s'en mêlèrent et il faillit tomber la tête la première. Philippe réagit par instinct, tendant les mains pour l'attraper, la panique brillant dans ses yeux pendant une seconde. « Attention !» s'exclama-t-il. Mais Clémence posa une main sur la poitrine de Philippe, l'arrêtant. « Attendez !» murmura-t-elle. « Laissez-le !» Charles ne tomba pas complètement. Il posa les mains sur le sol, s'élança, grogna un peu et récupéra la verticalité par lui-même.
Il secoua son pantalon et regarda son père. « Je vais bien, dit l'enfant. Ce n'était qu'un accroc. Philippe respira profondément, ravalant sa peur protectrice. « Bien joué, mon fils, dit-il. Et cette fois, il le dit pour de vrai, bien récupéré. » Ils continuèrent d'avancer. Les gens les regardaient. Ils voyaient un magnat échevelé, une domestique qui marchait comme une reine et un enfant qui marchait comme un soldat ivre de bonheur. Ils arrivèrent au parc. Le soleil se couchait déjà. La pelouse était dorée par la lumière du crépuscule. Charles se dégagea des mains des adultes en voyant l'étendue verte. « Sol mou !» cria-t-il, et il se mit à courir. Ce fut une course maladroite, lente, pleine de zigzags. Une jambe traînait un peu plus que l'autre. Les bras allaient de manière incontrôlée. Pour un médecin, c'était une marche pathologique. Pour Philippe, c'était la danse la plus parfaite qu'il ait jamais vue de sa vie. L'enfant courut 10 mètres et se laissa tomber dans l'herbe, roulant sur lui-même, riant aux éclats, salissant le smoking à milliers d'euros de terre et d'herbe. Philippe resta debout au bord du chemin, pavé, regardant. Il sentit une main sur son épaule. C'était Clémence. « Allez-y, lui dit-elle. Allez vous salir, vous aussi. » Philippe la regarda, sourit et courut. Le magnat courut sur l'herbe, sentant la terre sous ses chaussures chères. Il se lança au sol à côté de son fils, roulant dans l'herbe, l'embrassant, le chatouillant. « Je t'ai attrapé !» cria Philippe. « Le monstre de l'espace t'a attrapé. Je suis le capitaine Charles. » Riait l'enfant gigotant avec force avec ses jambes qui avaient maintenant de la vie. « J'ai la super force dans les jambes. » Clémence resta debout à les observer. Elle sortit le vieux cahier de sa poche, chercha un stylo, ouvrit une nouvelle page, écrivit « Jour 1 de la nouvelle vie ». Le patron a des taches d'herbe sur sa chemise. Charles a couru 10 m sans tomber. La chaise est restée derrière. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de douleur. Aujourd'hui, il y a eu une famille. Elle ferma le cahier, le rangea contre sa poitrine et marcha vers eux pour rejoindre le jeu. Alors que le soleil se couchait, clôturant le jour où un enfant handicapé enseigna à son père à marcher. Fin.